Les vraies voix Sud Radio, on a beaucoup ri avec Gilles Alma et puis là on va attaquer un sujet un peu plus sérieux et on va se demander si Emmanuel Macron a eu raison de faire le parallèle avec la situation actuelle et les années 30. Dans des propos rapportés par Ouest France, le président Macron a déclaré, je cite, « Je suis frappé par la ressemblance entre le moment que nous vivons et celui de l'entre-deux-guerres en évoquant la lèpre nationaliste, la souveraineté européenne, je cite, bousculée par des puissances extérieures, la crise économique. On voit presque méthodiquement se réarticuler tout ce qui a rythmé la vie de l'Europe de l'après-première guerre mondiale à la crise de 1929. » Le parallèle avec les années 30 est on ne peut plus clair et plusieurs personnes ont considéré la comparaison comme outrancière. En particulier l'enseignante et essayiste Barbara Lefebvre, aujourd'hui dans les colonnes du Figaro. Pour en débattre avec nous, Jean Messia, membre du Bureau national du Rassemblement national, en charge des études et arguments. Bonsoir Jean Messia. Bonsoir Philippe David. Bienvenue sur Sud Radio. Alors, est-ce que pour vous, la France de 2018, on va faire un contron, c'est la France de 1938 ? Bah écoutez, comparaison n'est pas raison. Alors j'aime bien cette phrase de Goethe qui disait « Les faits de l'histoire ne sont jamais totalement analogues, mais sont souvent homologues ». Sauf que là, en l'occurrence, ils sont homologues pour une raison très simple, c'est qu'effectivement, si ressemblance il y a avec les années 30, c'est précisément en raison de la présence d'un totalitarisme montant. Je veux parler du totalitarisme islamiste, puisque c'est le seul qui a tué. Il a tué des centaines de personnes en France, il en a blessé des centaines d'autres et des milliers si on compte les victimes à travers le monde. Et effectivement, au pouvoir, des élites insignifiantes qui ne prennent pas la mesure de ce péril, qui par moments jouent même, faut bien le dire, les collaborateurs, zélés de ce totalitarisme, notamment dans certaines collectivités territoriales où on sait le clientélisme qu'utilisent un certain nombre de maires avec les organisations financées par les frères musulmans. Bref, il y a effectivement un parallèle à faire avec les années 30, mais c'est pas du tout ce que veut dire Emmanuel Macron dans le sens où il y aurait une lèpre nationaliste. Il y a une lèpre, c'est la lèpre islamiste, oui. Et celle-ci est extrêmement dangereuse. Et je crois que quand Gérard Collomb dit dans une de ses interviews qu'il y a une guerre civile qui arrive dans les 5 ans, je crois que effectivement beaucoup de personnalités, à la fois du monde médiatique, un certain nombre de journalistes du Monde par exemple, ou de personnalités politiques commencent à prendre la mesure du problème. Mais est-ce qu'il n'est pas trop tard ? Alors, vous avez fait référence, Philippe, à l'article de Barbara Lefebvre qui est excellent. Dans le Figaro. Voilà, je voudrais rester exactement dans le sujet. Je trouve d'abord regrettable que le président de la République instrumentalise un passé historique qu'il analyse mal à des fins purement européennes et donc qu'il attise profondément un conflit, une polémique, au lieu de faire de la politique et de la lucidité. Pourquoi c'est absurde de comparer les années 30 à aujourd'hui ? Je n'invente rien, c'est que précisément les années 30 étaient fondées sur un expansionnisme de certains peuples et certains États, alors qu'aujourd'hui ils ne défendent que leur identité. Et deuxième élément qui est plus important, c'est que même Hitler, en dépit de l'idée reçue, n'est jamais arrivé au pouvoir démocratiquement. Et par conséquent, on compare des régimes... Il avait fait un bon score aux législatives de 1932, 43% des voix. Non, 30%, et puis il a dû s'allier. Oui, avec ça faisait 42. Mais donc on compare des périodes avec des totalitarismes qui n'ont rigoureusement rien à voir avec l'élection de ces leaders contre lesquels Emmanuel Macron se bat, qu'on peut ne pas aimer politiquement, mais qui ne sauraient être rejetés dans le même bain sulfureux et nauséabond qui est évoqué là à propos des années 30. Rodrigo Arenas, vous étiez pas... Philippe Bilger n'était pas né en 1938, personne n'était en 1938. Ni mes parents non plus d'ailleurs. Oui. Mais par contre, on a de la mémoire et on a été des grands férus d'histoire européenne. Alors, est-ce qu'il y a un parallèle à faire entre 1938 et 2018, pour rester dans les années 30 avec une année qui se termine en 8 ? Moi, je pense que d'une façon générale, on est face à des personnalités politiques aujourd'hui qui clivent la société. J'ai entendu vos propos notamment sur la référence à l'islamisme, etc. C'est des propos qui sont très clivants aujourd'hui dans la société, qui correspondent pas d'ailleurs à la réalité clivante, qui correspondent pas d'ailleurs à une réalité que vit notre pays, sans être dans le déni du terrorisme que vous dénoncez.
voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça aujourd'hui, de se faire amalgamer dans des propos qui sont un peu durs, mais en même temps, tout le monde est en train de cliver. Moi, quand j'entends, par exemple, l'attitude de la France insoumise, par exemple, aux journalistes, c'est très clivant. Quand je vois Macron qui clive aussi par rapport, bon, je pense qu'on prépare les européennes dans tout ça. Pour être clair, on est dans un truc un peu électoraliste, où on clive la société française. C'est dans 7 mois. Oui, mais justement, c'est là, je pense que le président de la République, en l'occurrence, fait ce jeu-là de cliver politiquement la société pour lui apparaître comme un sauveur dans tout ça. Et que moi, je vois, mon terrain, c'est un peu l'école. On a eu dernièrement avec l'événement de Créteil, etc., le fait de mettre de la police dans les écoles, alors qu'on sait très bien que c'est pas possible. Il y a même pas assez de gendarmes en France pour le faire, par exemple, dans la ruralité. Là, aujourd'hui, tout le monde est en train de reculer en disant, mais non, on n'a pas dit ça. Par contre, dans l'opinion publique, et notamment sur les réseaux sociaux, le clivage a été réel. Ça ne m'aurait pas scandalisé. Comment ça ne m'aurait pas scandalisé. Sauf qu'en fait, ça sert à rien, c'est ça ton problème. Mais tu sais, dans les écoles, on a besoin de profs, on n'a pas tellement besoin de policiers. Les policiers, ils en ont besoin dans le quartier, notamment pour lutter contre les trafics. On est dans des choses, mais c'est un vrai débat. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a besoin d'avoir aussi une parole plus apaisée pour remettre les choses à plat, parce qu'effectivement, la société française est très clivée, et les propos que vous avez tenus, d'ailleurs, sont dans cette image-là. Le terrorisme, un camp contre l'autre. Je pense qu'on n'est pas dans les camps aujourd'hui. Enfin, cela dit, les propos que j'ai tués, c'est la réalité. Jean Messia. Mais il y a une assimilation du terrorisme islamiste. Mais pas du tout. Mais c'est vous qui le faites, ça. Quand je dis islamisme, il ne faut pas entendre l'islam. Quand j'entends fondamentalisme, attendez, il y a eu un attentat là tout à l'heure en Égypte qui a tué encore des Coptes. C'est des fondamentalistes islamistes. Absolument. Si à chaque fois qu'on prononce le mot islamiste, vous entendez islam, à ce moment-là, c'est vous qui faites l'amalgame, c'est pas nous. Vous voyez ce que je veux dire? Non, ce que je vous dis, monsieur, c'est décrire la réalité. Ce que je vous dis, c'est ce qui moi me remonte sur le terrain, c'est-à-dire que voilà, vous êtes là-dessus. Oui, mais attendez, mais vous faites votre rôle et je l'entends parfaitement. Il y a pas de souci. Mon rôle, c'est de dire ce qui est, ce que je vois, ce que vivent le plus grand nombre possible de mes compatriotes. Or, dans certains quartiers, il n'est pas exagéré de dire que la charia a pris le relais des lois de la République. Quand on parle de zones de non-droit, c'est pas des zones de non-droit, c'est des zones d'un autre droit. Et vous le savez très bien. Quand j'entends que dans certains quartiers, vous avez des milices qui fouillent dans les cabas des gens au sortir des supermarchés pour sortir tout ce qui n'est pas halal, ça c'est une vérité. C'est pas moi qui l'invente, ça a été dans la presse. Bon, indépendamment de ça, moi je trouve que ce que dit Macron, et je suis d'accord avec vous pour le coup là-dessus, c'est-à-dire que c'est un argument électoraliste de vouloir faire peur, le projet peur. On s'imagine que Hitler va revenir, que Mussolini va revenir, et on alimente ça. Mais c'est très inquiétant de deux manières. D'abord parce que ça banalise l'histoire. Enfin, le nazisme, c'est quand même pas n'importe quoi. Enfin, le nazisme, c'est des camps de concentration, c'est des millions de morts, c'est l'antisémitisme. Et donc le banaliser, si vous voulez, en comparant cette époque à notre époque, ça montre le vide idéologique intersidéral auquel est arrivé Macron pour avoir à user de ces ficelles qui maintenant ne trompent plus personne. Ça fait 40 ans qu'on les utilise. Philippe Bigère, est-ce que justement, comme le dit Jean Messia, et c'est également ce que disait Rodrigo Arenas, est-ce que le parallèle fait par Emmanuel Macron n'est pas un peu facile ? Mais bien sûr, ça veut dire que lorsqu'on n'est plus capable d'argumenter sur un plan politique pour convaincre ceux qui ne pensent pas comme vous, on fait une sorte de morale historique. Ce qu'on appelle le reductio ad Hitlerum. Un petit peu, et en réalité, surtout lorsqu'en plus on se trompe sur le plan historique, non pas que j'ose me comparer avec le président de la République, mais il n'est pas historien. Vous pourriez. Non, moi, mais je vous sérieusement, non, mais Philippe, sérieusement, il n'est pas historien, et donc c'est toujours très dangereux à des fins partisanes d'opposer des périodes comme si il avait besoin d'une vision binaire pour en effet dresser les uns contre les autres. Ce qui me paraît très grave, c'est que cette manière de mener la campagne européenne risque de faire perdre tout crédit à la cause européenne. Alors que s'il avait simplement fait de la politique, ça aurait été deux camps, des accords, mais qui auraient pu se retrouver après. Alors justement, une chose, il a reçu un soutien plutôt inattendu, parce qu'ils ne sont pas en très bons termes a priori, c'est l'ancien président François Hollande qui a mis en garde hier soir à Rennes contre, je cite, « le moment très grave pour la démocratie que constitue la vague populiste actuelle ». Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est autre chose. Il aurait dit à peu près la même chose. Oui, mais il vient à la François Hollande. À la François Hollande. Ça veut dire quoi, la François Hollande ? Disons, c'est apparemment plus subtil. Alors moi, c'est toujours pareil. Moi, le mot populisme, si vous voulez, je ne sais pas ce qu'on met derrière. Je pense que c'est un espèce de concept créé ex nihilo pour qualifier tous ces moments démocratiques où le peuple s'exprime contre la volonté des élites. Ça sort à chaque fois qu'il y a un vote qui ne correspond pas
à tous ceux pourquoi le système matraque, on dit le populisme est de retour. Et tout ce qui n'est pas dans la droite ligne du système qui a dirigé la France depuis 40 ans est effectivement qualifié de populiste. J'ajoute que si comparaison il y a, parce qu'il y a un élément quand même frappant dont on n'a pas parlé, c'est l'antisémitisme. Les années 30, c'est quand même le moment de l'incandescence antisémite. Or aujourd'hui, fort heureusement, disons qu'il n'y a pas l'antisémitisme qu'il y avait dans les années 30, mais si il y a effectivement des accès antisémites, il y a quand même des crimes antisémites. Il y en a eu un à Pittsburgh il y a quelques jours, il y en a eu à Hypercacher. Il y a des juifs qui sont agressés parce qu'ils ont une kippa. De ce qui se passe en France, et n'ayons pas peur des mots, l'antisémitisme qu'il y a en France et d'obédience islamiste. Il n'y a plus d'antisémitisme d'extrême droite. Je ne savais pas que le Brice Hortefeux Zemmour était islamiste, mais c'est bien de le dire. Éric Zemmour antisémite, c'est compliqué. Les crimes, non mais attends, parce qu'ils l'ont dit sur une antenne, on a été tout seul à remonter au créneau fut un temps quand ils ont dit qu'il n'y avait plus d'enfants juifs scolarisés dans les écoles de Sainte-Saint-Denis, tu vois. Les crimes homophobes, c'est la même chose. Ça, c'est la réalité. Non, ce que je dis, la question aujourd'hui, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Ah oui, non, mais comme Philippe. Non, je fais attention à ce que je dis. Éric Zemmour sont pas. On peut difficilement accuser Éric Zemmour d'antisémitisme. C'est absolument pas ce que j'ai dit. C'est ce que je veux dire, c'est qu'on est dans un truc où on est tout dans le simplisme. Et nous, on le ressent vachement, si tu veux, on est dans un monde un peu Twitter, c'est-à-dire qu'on fait pas l'effort de réfléchir. Par exemple, vous dites tout à l'heure, vous qui êtes en Seine-Saint-Denis, en prenant un témoin, en disant, vous savez bien qu'il y a des quartiers, mais tous ces quartiers-là, c'est pas la Seine-Saint-Denis. Il y a plein de quartiers où il n'y a pas le phénomène que vous décrivez, où il y a effectivement des frères musulmans qui essayent de faire appliquer des règles qui ne sont pas, mais c'est notamment les territoires que la République a abandonnés. C'est-à-dire que quand la République abandonne ces territoires-là, il y a une autre règle qui se met en place. Mais de là où quand vous généralisez cela à tout un département où moi j'habite et que je connais plutôt très bien sur le terrain, et y compris quand vous généralisez la Seine-Saint-Denis à la France, je vous dis, vous vous trompez. L'islam ou la charia, en tout cas, c'est ce que je vous réponds. Non, mais c'est ce que je vous dis. Vous répondez à quelque chose. C'est-à-dire que je ne peux pas vous laisser dire, en tout cas, que dans tous les quartiers de Seine-Saint-Denis, ce n'est pas une réalité. Il y a la charia qui s'applique, c'est faux, y compris dans les cités. Y compris dans les cités. Il y a eu un excellent livre qui est très pessimiste. Il y a eu un oui, et tu remarqueras que, parce que vous parliez d'antisémitisme, etc., tu remarqueras que tous les faits antisémites n'ont pas lieu en Seine-Saint-Denis, ils ont lieu dans des territoires dans le sud de la France, en compagnie, notamment les cimetières qui sont profanés, etc. Pas Sarah Halimi, enfin ça c'est à Paris quand même. Attendez, oui, mais c'est pas dans les quartiers que vous décrivez en tout cas. Ce n'est pas des quartiers que vous décrivez, d'accord ? Il me semble. Mais c'est les individus que je décris. En revanche, ce que je voulais dire sur le livre auquel tu fais état aussi, il y a beaucoup de faits qui sont décrits qui ne se situent pas dans les quartiers et qui ne se situent pas dans les métropoles. Ils se situent aussi dans la ruralité. Donc tu vois. Attendez, arrêtez. Personne n'a parlé de quartier, je parle d'individus. L'islamisme, c'est quelque chose qui est étendu. Je suis content de vous l'entendre dire, parce que moi, excusez-moi de vous dire, c'est ce que j'ai compris dans ce que vous avez dit tout à l'heure. Ce sont des individus. Ce sont des individus qui représentent une idéologie. Une idéologie qui a effectivement le pouvoir dans des zones de plus en plus larges de notre territoire. Où ça, monsieur Rodrigo, à Marseille, dans la banlieue de Lyon. Où ça, monsieur, à Marseille? Mais attendez, je ne vais pas vous dicter tous les territoires. Rodrigo Arenas, c'est pour ça que je vous dis, je sais très bien de quel quartier vous êtes en train de parler, et c'est précisément ceux auxquels je fais écho. Et donc il n'y a pas d'islamisme dans ces quartiers? C'est absolument pas ce que je vous dis. Je vous ai même dit qu'il y a des territoires. S'il vous plaît. La charia est autre chose. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a des territoires qui ont été abandonnés par la République et d'autres règles se mettent en deux. Et effectivement, il faut les reconquérir. S'il vous plaît. Mais ce n'est pas en stigmatisant les choses. La politique, c'est pas la politique de l'autruche. Il est 18h43 et si le débat est passionné et si le sujet est riche, on va quand même faire plaisir pour ce premier week-end de novembre, alors que les jours raccourcissent. Oui, on est passé à l'heure d'hiver il n'y a pas tout à fait une semaine. On va faire gagner une tablette Ardoise. Ardoise, c'est la tablette spécialement conçue par les seniors. Et pour le ou la gagnante, elle sera installée chez vous par un postier. Allez, on va faire vite. On est le 2 novembre, mon cher Philippe Bilger. Eh bien écoutez, on va faire gagner le deuxième appel. Le deuxième appel au 0826 300 300. Vous n'avez pas le droit de jouer. Absolument. Gagne une tablette Ardoise. On se retrouve dans quelques instants. Les vraies voix Sud Radio. Philippe David. Retour des vraies voix sur Sud Radio avec en notre compagnie Philippe Bilger qu'on ne présente plus, Rodrigo Arenas qu'on ne présente plus et Jean Messia qu'on va quand même représenter puisqu'il est membre du Bureau national du Rassemblement national en charge des études et des arguments. Pour répondre à cette question, Macron a-t-il raison de faire le parallèle avec les années 30 ? Jean Messia, quand il parle, je cite, de la souveraineté européenne bousculée par des puissances extérieures, il parle de l'époque, je vais mouiller. C'est un mensonge historique. À l'époque, il n'y avait pas des souveraines. À l'époque, il y avait des puissances européennes souveraines,
mais il n'y avait pas d'organisation supranationale. Non, mais Quand il raconte ça, il raconte quelque chose qui est pas loin du n'importe quoi historique. C'est du n'importe quoi, c'est du n'importe quoi conceptuel, parce que moi, la souveraineté européenne, je ne sais pas ce que c'est. La souveraineté, c'est la souveraineté d'un peuple. Mais surtout dans les années 30. Ou d'une nation. Non, mais même aujourd'hui, la souveraineté d'un peuple ou d'une nation. Est-ce qu'on a un peuple européen qui soit autre chose que l'agrégation des peuples européens? Non, la souveraineté européenne n'existe pas. Donc je ne vois pas ce qu'on peut défendre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les nationalismes des années 30, c'était des nationalismes guerriers, expansionnistes, impérialistes. C'était des nationalismes qui étaient anti-parlementaristes, Je vous coupe, excusez-moi, pour remettre une niche historique. Il y avait des conflits territoriaux, il y avait l'Alsace-Moselle entre l'Allemagne et la France, la Sarre entre l'Allemagne et la France, exactement, mais il y avait la Prusse orientale, le corridor de Danzig. C'était le carburant de ce nationalisme agressif et expansionniste que je viens de vous décrire. Aujourd'hui, ce qu'on qualifie de patriotisme, qu'est-ce que c'est? Ce n'est ni plus ni moins qu'un patriotisme défensif. Les peuples européens ont le droit de défendre leur identité et leur souveraineté, qu'ils estiment menacées par des agressions extérieures, qu'elles soient identitaires, migratoires, économiques, commerciales. Et on n'a pas aujourd'hui de nationalisme impérial. On a un nationalisme entre guillemets, parce que c'est défensif, c'est un patriotisme défensif, et c'est juste le droit, si vous voulez, des peuples européens à rester ce qu'ils sont chez eux. Et il n'est pas neutre que les deux pays en pointe sur ce plan-là, que n'aime pas du tout notre président, c'est la Pologne et la Hongrie, qui ont connu il n'aime pas trop l'Autriche non plus. Oui, mais c'est un peu différent. Elle est légèrement plus civilisée à ses yeux. Et l'Italie non plus. L'enfer communiste a rendu ces peuples et ces États extrêmement sensibles à leur identité et à la protection par rapport à des forces qu'ils considèrent comme dangereuses et négatives. Rodrigo Arenas, quand il parle de la souveraineté européenne dans les années 30, il n'y avait aucune souveraineté européenne. Dans les années 30, c'était que des États-nations puissants. Il n'y avait aucune organisation comme l'Union européenne, par exemple. Tu avais la SDN quand même qui existait. Oui, mais c'était organisations supranationales. Pas au niveau européen. Qui était d'une efficacité redoutable. Oui, peu importe, mais en tout cas, leur projet c'était d'amener la paix, et puis ça a quand même un peu échoué, même beaucoup. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, tu sais, ça fait appel à l'inconscient de plein de gens. Chacun a sa Madeleine de Proust par rapport à cette époque-là, dans le bon sens ou dans le mauvais terme. Tu vois, moi, je viens d'Amérique du Sud, on a accueilli tous les nazis en Argentine et au Chili. Donc tout ça est lié. On est dans un truc mondialisé. Il y en a eu au Brésil aussi à l'époque, comme Mengele. Ouais, puis t'en as un qui est pas mal là en ce moment. Mais le truc, c'est que moi, ce que tu disais tout à l'heure, ce que vous disiez, comparaison n'est pas raison. Je pense qu'il y a eu fait. Par contre, on peut pas retirer le fait qu'on est dans un contexte européen compliqué, avec des chefs d'État aujourd'hui ou des gouvernements qui sont clairement identifiés à droite, voire à l'extrême droite en Europe, que Merkel est en perte de vitesse en Allemagne et qu'aujourd'hui il y a un problème de leadership européen sur ce que ça s'entend. Tu sais, moi, je suis arrivé en France, j'ai appris la République à l'école parce que c'est le seul outil d'intégration qu'on a et c'est très important de la préserver et de la garder. Sauf qu'à un moment donné, j'ai eu la chance de faire aussi le programme Erasmus et de partir dans un autre pays européen qui est l'Espagne. Bon, je parle espagnol, tu vois, il y a des affinités. En étant chilien, c'est vrai qu'en général, on parle espagnol. Et à un moment donné, tu te dis que ce débat qu'on a en France sur le franco-français, etc., est complètement dépassé par rapport à ce que j'ai pu vivre et ce que les gamins peuvent vivre dans les autres pays européens. Tu vois ce que je veux dire? Les gamins, ils sont dans autre chose. Est-ce que justement, on n'est pas dans les propos de Macron purement et simplement et prosaïquement dans la politique politicienne? C'est ce que je te disais tout à l'heure. On est sur les européennes et le président de la République a choisi de cliver. Et puis vous êtes une réponse à ce clivage d'une certaine façon, puisque vous rentrez aussi dans. Comment ? La seule. Bon, d'autres concurrents politiques diront la même chose que vous, donc je laisserai ce débat de. Pas le partisan. Je laisserai ce débat de celui qui a la plus grande à ceux qui le voudront, mais en l'occurrence. Comme je viens du Sud, je perds jamais le Nord. En l'occurrence, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un débat qui est franco-français dans lequel on va rentrer dans le clivage, et après il y a un débat européen qui demande de l'apaisement parce que l'identité européenne, ça a aussi du sens en Europe, et non pas que par rapport aux empires. C'est aussi un projet culturel, c'est aussi un projet des peuples que vous décriviez tout à l'heure, de gens qui n'étaient pas des mêmes peuples. Je pense par exemple à l'Empire romain ou à Alexandre le Grand, etc., qui avaient un pouvoir d'intégration, mais intégration intelligente, pas forcément par le faire et pas forcément par rapport au conflit. Donc la question culturelle est centrale. Et je ne pense pas, et je finirai juste là-dessus si vous permettez, je ne pense pas qu'on défende la culture française en faisant un repli sur soi. Mais alors, et je vous prête pas ce propos-là à vous, monsieur. Jean Messia, pas juste une question. Est-ce que pour vous, quand il parle de lèpre nationaliste, c'est quand même très fort, la lèpre nationaliste, ça rappelle la peste brune, quelque part. Absolument. Oui, c'est très clair. Et est-ce que quelque part, on peut mettre sur un même plan, allez, je vais prendre 4 noms, Salvini, Orban, Trump et Bolsonaro?
Oui et non. Non. Oui, parce que ce sont des dirigeants qui, effectivement, ont démontré... Alors, il y a 2 Européens, 2 Américains. Qui ont démontré... Alors, Bolsonaro, c'est trop tôt pour le dire, parce qu'il vient d'être élu. Mais sur le reste de ceux que vous avez cités, ils ont montré une chose, c'est le grand retour du volontarisme politique, c'est-à-dire de la capacité de la politique avec un grand P à agir sur le réel. On nous expliquait, par exemple, en Italie, et partout d'ailleurs, on nous explique que finalement, les grandes migrations, la crise migratoire, ça participe de phénomènes naturels, phénomènes climatiques, contre lesquels on ne peut rien faire ou pas faire grand-chose. Résultat des courses, Salvini arrive, en l'espace de quelques mois, il arrive quand même à réduire drastiquement les flux migratoires. On nous expliquait que l'économie, la désindustrialisation, etc., procédaient de phénomènes naturels contre lesquels la politique n'avait aucun pouvoir. Trump arrive au pouvoir, au bout d'1 an et demi, il arrive à relocaliser un certain nombre d'industries et d'entreprises, il arrive à faire un électrochoc de croissance et il arrive à atteindre le plein emploi. Et finalement, ce qui gêne, c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait le projet Peur, c'est que ces dirigeants qu'on qualifie d'extrême droite de manière outrancière ou de populiste, arrivent finalement à démontrer que le pouvoir, en tout cas les dirigeants qui ont gouverné pendant 40 ans et qui ont fait de la gouvernance, de la gestion à la petite semaine et de l'abandon une politique, eh bien ils arrivent à démontrer que la politique peut agir sur le réel. Alors évidemment, on n'est jamais sûr de pouvoir obtenir des résultats, mais finalement ce volontarisme politique, Macron est en train de dire quoi ? Rappelez-vous, dans les années 30, le volontarisme politique a donné le nazisme. Donc si vous votez pour des gens qui veulent ressusciter le volontarisme politique, voilà ce que vous aurez. C'est une déformation outrancière de l'histoire. Vous avez délibérément et avec intelligence, Philippe, merci. Si, mais réellement mis ensemble des gens qui en réalité n'ont rien à voir les uns avec les autres. On ne saurait comparer un Bolsonaro à Viktor Orban, pas plus qu'avec Donald Trump. La seule similitude, à mon avis, entre ces 4 destins politiques, c'est qu'ils ont été portés au pouvoir par la faiblesse et l'impuissance des politiques classiques. C'est tout. Rodrigo Arenas. Non, moi je te rejoins un peu, c'est pas le même projet économique du tout. Orban, il est pas là-dessus du tout. Bolsonaro, il est entouré des Chicago Boys qui ont fait leurs armes au Chili avec le succès qu'on sait. Trump a un projet économique qui est encore différent, mais bon, c'est la deuxième puissance du monde. Comment ? L'économie chilienne se porte quand même mieux que les autres économies d'Amérique latine. Et ben vous direz c'est le pays qui a le plus d'inégalités, mais bon, vous direz ça aux Chiliens qui habitent dans les bidonvilles. Parce mais que le Brésil, en tout cas, ce qui est sûr, au Brésil aussi, beaucoup d'inégalités. ils sont en train d'apporter, sont qui ont inventé le modèle, c'est Milton Friedman, tout ça. Ce que je veux dire, c'est que par contre, ils ont des traits communs, c'est que tu as Donald Trump qui vient de te dire dernièrement que les Mexicains ou les autres qui veulent passer la frontière, l'armée pourra leur tirer dessus, et que Bolsonaro a déclaré... Comment ? Il n'a pas dit ça. Oui, bien sûr. Non, mais déformez pas les trucs. Je sais pas, je lis la presse comme tout le monde. Donc il a pas dit ça, il accueille très bien les Mexicains, il n'y a pas de souci. Non, il a dit si les migrants jettent des pierres sur les militaires, les militaires ont le droit de se défendre. Voilà, leur tirer dessus, c'est Stéphane, très bien. Écoutez, vous êtes en train de... Le courant politique auquel vous appartenez empêche les flics de faire leur boulot parce qu'à chaque fois qu'ils utilisent... Vous êtes mal renseigné pour le coup. Je pense que vos tablettes datent d'au moins 5-6 ans et je vois ce que vous faites à illusion. Mais en revanche, par contre, tu as Bolsonaro qui dit que l'erreur qui a été faite avec les torturés du Brésil, c'est de ne pas les avoir tués. Donc tu vois, il y a des trucs quand même, ce que je veux dire, c'est le respect de l'opposition. C'est ça qui est en ligne de compte. C'est que quand tu as des gens que tu considères qui sont adverses, la solution, c'est de les éliminer ou en tout cas de tout faire pour faire les choses. Pour Bolsonaro et Trump, monsieur ? Mais ni pour Bolsonaro, ni pour Trump, ni pour Orban. Qui c'est qui a éliminé l'opposition dans ces pays-là ? Bolsonaro, il a dit des phrases absolument odieuses. C'est clair. Excusez-moi de le dire comme ça. Oui, mais bien sûr qu'il a été... Il peut avoir dit des phrases Il y a des journalistes aujourd'hui qui font jaillir des charniers à la frontière mexicaine et États-Unis. Voilà. C'est ça la réalité. Donc effectivement, il y a des gens qu'on élimine physiquement les mains dessus. Et je dis pas que c'est ce que vous dites, et je dis pas ce qui va se passer en Europe, mais effectivement, on est dans un problème démocratique. C'est comment est-ce qu'on conçoit les gens avec qui on n'est pas d'accord, comment est-ce qu'on sort du clivage, comment est-ce qu'on redonne des lettres de noblesse à la démocratie. Et aujourd'hui, je pense, aller dans ton sens, que faire la comparaison aux années 30, c'est clivé, et qu'aujourd'hui, il y a besoin de remettre du débat public, mais intelligent, et pas binaire, et pas reptilien. Merci beaucoup, Jean Messia, membre du Bureau national du Rassemblement national en charge des études et des arguments. Merci beaucoup.